moi, je vous conseille de tourner autour de l'œuvre parce que c'est ça qui est intéressant. C'est une œuvre vraiment multifacette et certainement plus multifacette que moi. Je vais vous raconter mon approche de l'œuvre de Urs et pas seulement cette pièce-là. Je vais vous dire d'abord en quelques mots qui je suis. J'écris sur l'art et sur le marché. Et j'écris sur l'art ancien et l'art contemporain. Et je me suis aperçue en fait que les artistes, qu'ils soient anciens ou qu'ils soient actuels, ils ont tous envie de faire l'impossible. C'est peut-être ce qu'on pourrait dire d'un artiste. J'ai trouvé cette définition cet après-midi. Après tout, elle est pas mal. Et c'est pas un principe abstrait parce que je pense que par exemple les peintres, ils ont envie de faire dans cet exercice plat qu'est la peinture. Ils ont envie de faire 3 dimensions et les sculpteurs ou ceux qui pratiquent la sculpture, ils ont envie de faire bouger leurs personnages ou de donner l'illusion du mouvement. Et dans cet exercice-là, Urs Fischer s'inscrit parfaitement dans la lignée des artistes de l'histoire de l'art et de la grande histoire de l'art. Et je pense que Urs Fischer, c'est vraiment un grand artiste et on a une de ses œuvres excellentes. Alors j'ai oublié de dire quand même que moi je ne travaille pas du tout pour la Galerie Gagosian. J'ai même un devoir et un désir absolu d'indépendance. Mais si je suis ici ce soir, c'est parce que l'artiste a précisément demandé que ce soit moi qui parle, parce qu'on s'aime beaucoup, je crois. En tout cas, j'ose l'espérer. Alors, les artistes veulent l'impossible, et Urs Fischer, c'est un artiste allemand, pas allemand du tout, suisse, de langue germanique, qui est né en 1973, et c'est un artiste multicouche. Quand je l'ai rencontré, d'ailleurs à l'occasion de la première exposition chez Gagosian à Paris, et j'ai été frappée par sa liberté, immense liberté, et qu'il accorde aux gens auxquels il fait confiance. Par exemple, il m'a même pas directement demandé de venir ici, et il laisse complètement le champ libre au discours, une fois qu'il a accepté quelqu'un, sa liberté à lui, son assurance et son intelligence extrêmement rapide, qui est associée de manière intéressante à un aspect assez facétieux dans son attitude et dans son œuvre aussi. J'ai rencontré son travail, disons, à l'occasion de la Biennale de Venise en 2011. Il avait répliqué à l'identique des sculptures, une sculpture de Jean Bologne, cet artiste de la Renaissance du XVIIe siècle, Giambologna en italien, le Rapt des Sabines. Et c'est cette figure, c'est une sculpture extrêmement connue qui est, je crois, devant les offices à Florence et qui représente 2 hommes élancés dans l'espace pour retenir une femme qui voudrait s'en aller ou qui se débat pour retourner vers ceux auxquels elle appartient. Et lui, il a répliqué cette sculpture, mais en bougie. Alors, le commentaire de l'œuvre, sur le petit cartel, il y avait écrit dimension variable, et c'était déjà un petit trait d'humour, un trait facétieux. On allume la bougie et l'œuvre va fondre évidemment au fur et à mesure. Ça, c'était 2011, et là, on est dans la dernière production. Et c'était assez intéressant parce que la bougie, ça fait penser à un tas de choses. D'abord, c'est une vanité, c'est-à-dire l'expression du fait que ça va être détruit, évidemment, que ça va retourner en poussière, comme l'homme lui-même. Et c'est aussi, il m'a dit, quand je l'ai interviewé il n'y a pas longtemps à propos de cette œuvre-là, il m'a dit, la paraffine, la bougie, c'est une manière de donner de la légèreté à la sculpture. Et en fait, je crois qu'un de ses objectifs, c'est de dédramatiser l'exercice artistique. Et ça, c'est assez intéressant. Donc, c'est quelqu'un qui ne se prend pas au sérieux. En 2012, à Venise, à la Fondation Pinault, au Palazzo Grassi, il a complètement occupé le palais et il a intitulé son exposition « Madame Fischer ». Madame Fischer avec 2 S. Alors, Madame Fischer, c'était une référence à Madame Tussaud, puisqu'il y avait des œuvres en cire,
paraffine, bougie. Et dans le même temps, c'était aussi une référence pour ceux qui cherchaient à comprendre à Marcel Duchamp, à Rose c'est la vie, avec 2 R. C'est le portrait de Marcel Duchamp en femme, et c'est un clin d'œil à Marcel Duchamp, le père des artistes contemporains, et le grand-père des artistes contemporains. Et justement, récemment, j'ai interviewé Urs sur Marcel Duchamp. Il m'a donné une réponse un peu surprenante. Il m'a dit, mais en fait, c'était assez triste, Marcel Duchamp. Alors j'ai dit, ah bon, pourquoi? Il me dit, bien, si tu penses à l'idée du ready-made, et donc ça montre à quel point, 1, il est multicouche, 2, il est super réfléchi. Il me dit, l'idée du ready-made, c'est prendre quelque chose et s'interdire de créer par soi-même. Et donc, il fait référence à Marcel Duchamp, mais il cherche aussi à se libérer de cette tristesse du ready-made de Marcel Duchamp. Et donc, dans l'exposition du Palazzo Grassi, il y avait ces sculptures tout à fait étonnantes qui étaient en fait composées de sofas en trompe-l'œil, qui étaient en fait des bronzes, mais qui ressemblaient à des Chesterfield, à des fauteuils classiques, sur lesquels il avait installé des femmes en chair et en os. Et donc, c'est à la fois un côté, selon moi, à la fois un côté sensuel du modèle qui retrouve sa place dans l'œuvre de l'artiste, et une partie de l'installation était la reconstitution de son atelier, justement. Et c'est aussi quelque chose de très sensuel qui est le contraste entre la vraie chair et le bronze glacé. Et tout ça est toujours lié à cette idée de l'impression, peut-être erronée, qui questionne, et du trompe-l'œil. Alors justement, autour, là, on a ces yeux, ces peintures qui représentent des yeux, recouvertes de peinture, et je pense qu'il a montré ça pour la première fois à Arles en 2016, et je pense que ces yeux, il les a mis ici pour le visiteur qui passera là et qui comprendra que la peinture n'est pas de la peinture. Il pensera à l'idée du trompe-l'œil. Donc c'est un clin d'œil sur le trompe-l'œil en utilisant des yeux. Et Urs Fischer, c'est ça. Soit on regarde ça très tranquillement et pourquoi pas après tout, on ne s'embête pas, on ne se pose pas de questions. Soit on commence à se poser des questions, à se mettre dans sa tête ou à se mettre en dehors de sa tête, mais à réfléchir, et on comprend des tas de trucs qu'on n'avait même pas imaginé, pensé. Il a fait une de ses sculptures très connues dans l'idée du jeu de mots. Une de ses sculptures très connues, c'est, si on peut appeler ça sculpture, c'est en fait un ours géant, un nounours d'enfant qui est surmonté d'une lampe et qui ressemble à une lampe de chambre d'enfant. À l'époque, je pense qu'il venait d'avoir son premier enfant, et donc il y a aussi dans toutes les histoires des artistes comme des écrivains, on pense à Flaubert qui disait « Madame Bovary, c'est moi », eh bien, il paraît d'ailleurs qu'il ne l'a même pas dit, mais c'est pas grave. Urs Fischer, c'est aussi Madame Bovary, c'est aussi donc lui qui raconte l'arrivée d'un enfant, et l'enfant roi avec la sculpture qui montre la chambre de l'enfant et qui montre à quel point l'enfant est important, puisque c'était une sculpture qui mesure 7 mètres de haut et qui pèse 20 tonnes, et qui a été achetée par le Qatar, qui est aujourd'hui dans l'aéroport de Doha, qui doit être une des œuvres contemporaines, une de celles qui est les plus photographiées au monde. Chaque fois que je suis allée là-bas, il y a des monceaux, pas des monceaux, mais des grappes de visiteurs de l'aéroport qui se prennent en photo près de l'ours. Mais l'ours, puisque Madame Bovary, c'est Gustave Flaubert, l'ours, c'est aussi Urs Fischer. Donc, même si ça s'écrit URS, on sait très bien, enfin, il sait en tout cas qu'en français, un ours, c'est l'ourson, et lui, c'est le gros bonhomme, puisqu'il est un peu dodu d'ailleurs, c'est une sorte d'autoportrait.
il y a eu une exposition en France en 2016 qui était absolument remarquable et qui se tenait à Arles, à la Fondation Van Gogh. La fondation, elle est tenue par Bietje Koeriger, qui est une Suissesse. C'est la mafia suisse de l'art. Et donc, elle a invité, en dialogue avec Van Gogh, en dialogue présumé et tout à fait imaginaire, Urs à occuper les lieux du musée Van Gogh. Vous savez que le musée Van Gogh, c'est un musée qui a pour obligation de présenter une œuvre de Van Gogh, ça s'appelle la Fondation d'ailleurs, une œuvre de Van Gogh par an, dans l'année d'avoir en permanence un tableau de Van Gogh. Donc, on était plutôt chez Urs Fischer que chez Van Gogh. Et là, il y avait une installation tout à fait étonnante qui montrait une suite de femmes alanguies sur des canapés. On est encore dans cet archétype de la représentation féminine du nu. Sauf qu'il leur avait pas mis de tête. Alors je lui demande mais pourquoi ? Eh bien, alors j'attendais une grande théorie. Il n'y avait aucune théorie. Il m'a dit toutes les têtes que j'ai faites étaient tellement moches que j'ai décidé de supprimer la tête. En même temps, quand on voit dans son travail, systématiquement, c'est la tête qui tombe la première. Alors quand on s'appelle Judith et qu'on a pour réputation biblique de couper les têtes, voilà un sujet qui m'est sensible. Et donc, il avait installé une série de femmes sur des sofas. Cette fois-là, les femmes, comme le sofa, étaient en bronze, sans tête. Et il avait surmonté ça d'une infinité de gouttes d'eau, enfin de ce qu'on peut imaginer des gouttes d'eau, ou alors des larmes qui étaient pendues comme ça du plafond, et qui pouvaient ressembler aussi à des carottes. Mais c'était rose. Alors, il y a un élément certainement surréaliste dans son travail, et quand on lui demande « mais est-ce que le surréalisme t'a influencé ?» Par exemple, on pense à Magritte avec ses compositions, avec ses sujets flottants dans le ciel comme ça. Et il me dit, mais en fait, aujourd'hui, le monde est surréaliste, la publicité est surréaliste, notre univers est surréaliste. Donc, j'ai rien inventé et d'une certaine manière, je transmets ça. Enfin, il ne m'a pas dit ça, mais c'est certainement ce qu'il voulait dire. Et donc, on était encore dans cette idée du trompe-l'œil, puisque ces femmes sur le sofa étaient apparemment en terre anglaise, mais c'était du bronze. Et autour de ces femmes, il y avait tous ces scrutateurs, tous ces tableaux, toutes ces peintures qui n'en sont pas, qui représentaient des yeux entourés de peintures. Et en fait, c'est intéressant de voir ces œuvres-là parce qu'on a l'impression que l'œil est envahi par la peinture. Et quand on demande à Urs, mais c'est quoi une... J'ai posé la question 2D, 3D, 2 dimensions, 3 dimensions. Il m'a dit, en fait, la peinture, c'est une image qui rentre dans l'esprit et qui va travailler avec l'esprit et on va associer ça, on va penser en relation avec l'image qu'on a eue, alors que les 3 dimensions, la sculpture, c'est plutôt un travail de concurrence avec le réel. Et d'ailleurs, il a dit, si je devais finalement rester avec une ou 2 œuvres d'art, je pense que je prendrais, à tout prendre, je prendrais les 3 dimensions. Et je pense que là où il excelle d'ailleurs, c'est dans les 3 dimensions, parce qu'il trouve de nouvelles solutions systématiquement. En 2017, il a abordé d'autres matériaux, puisqu'il aborde le système de l'image, le système de l'analyse de l'image par des données personnelles, mais aussi la recherche sur les matériaux dans les 3 dimensions. Et là, il a utilisé ce qu'on appelle en anglais plasticine et en français pâte à modeler. Et donc, vous savez très bien que lorsqu'on va dans un musée, ou d'ailleurs dans une galerie aussi, il est interdit de toucher les sculptures, d'ailleurs les peintures aussi. Et il a imaginé d'utiliser, en 2017, c'était à la galerie Sadie Coles, il a montré une réplique exacte, donc sur le même principe que
que ce qu'il avait fait à la Biennale de Venise en 2011, une réplique exacte d'une œuvre, mais dans un autre matériau qui va nous donner à voir différemment l'œuvre. Et en l'occurrence, c'était une réplique exacte du baiser de Rodin. Je suis allée avec lui récemment au musée Rodin, on a fait un tour et c'est impressionnant de voir à quel point cet homme-là est un familier de l'histoire de l'art, connaît beaucoup de choses de l'histoire de l'art et il connaît bien Rodin. Par exemple, sur Rodin, il m'a dit en fait, il y a deux types de production. Il y a une production qui est devenue iconique, et il n'a pas dit iconique, mais il voulait dire ça, et qui a joué un rôle capital dans sa carrière et qui a fait que, par exemple, on a un musée Rodin aujourd'hui. Donc, Urs, il est très analytique. Et il y a par ailleurs une production beaucoup plus fine et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la production d'artistes pour les artistes, celle qui fait réfléchir et celle qui ouvre sur le XXe siècle. Et celle-là, elle n'a pas eu de succès. Et je pense que d'une certaine manière, il réfléchissait lui-même à cette dichotomie entre la sculpture qu'on dit iconique, celle qui va faire qu'on va être hyper médiatisé, et par ailleurs, ce qui va faire avancer les choses en termes de discours plastique. Et donc, il a fait cette reproduction à l'identique du baiser de Rodin, du baiser en marbre de Rodin, mais il l'a faite en pâte à modeler. Et le principe, c'est qu'enfin, on pouvait toucher la sculpture. La grande joie. On peut manipuler, on peut malaxer, on invitait les gens même à prendre une partie de l'œuvre, de la substance même de la pièce, et on pouvait faire des petites crottes à côté, des petits dessins, et en fait, on détruisait non seulement une icône de l'histoire de l'art, qu'on peut détester, parce que c'est devenu un stéréotype, et on détruisait aussi, évidemment, l'amour. Alors, j'ai dit, mais le baiser de Rodin, ça a été quoi ton premier contact? Il m'a dit, eh bien, en fait, mes parents, comme je suis artiste, et je crois que son père est médecin, mais donc ils sont extérieurs à cette sphère-là, et il dit, mes parents sont allés visiter un musée, et à la sortie, ils vendaient des baisers de Rodin en chocolat. Ils m'en ont rapporté un. Et cette idée qu'on pouvait manger l'œuvre d'art, happer l'œuvre d'art, ça a certainement généré chez lui autre chose, peut-être d'ailleurs en lien avec ses enfants, c'est-à-dire l'usage, parce qu'on pense à Jeff Koons qui copie la pâte à modeler dans ses sculptures, et lui, finalement, il ne copie pas la pâte à modeler, il utilise la pâte à modeler, donc on revient à l'univers enfantin, à cette référence-là, et on peut détruire l'icône de l'histoire de l'art, on peut la tripoter et on peut détruire l'amour. Peut-être que ça aussi, ça avait un lien avec sa vie privée. Et ce qui est intéressant, il m'a fait remarquer, je vous invite à aller voir soit au musée Rodin une version, soit devant, dans les jardins des Tuileries, il y a un endroit, enfin il n'y a pas un endroit, juste en face de l'orangerie, il y a la version de bronze du baiser. C'est intéressant d'ailleurs parce que on ne sait pas à qui appartient cette version de bronze, c'est une œuvre spoliée. Donc si quelqu'un se sent propriétaire de ce baiser-là, il peut en faire réclamation. Et donc on voit, c'est intéressant de voir comment, après ces Sabines, son enlèvement des Sabines de la Sabine de 2011, il utilise il donne un autre rôle à la femme, et la femme là cherchait à fuir dans la copie du Jean Bologne, et tout d'un coup, avec Rodin, c'est plutôt la femme qui saute sur l'homme, qui s'empare de l'homme pour l'embrasser. Il m'a fait remarquer avec insistance, comme c'était la femme qui insistait pour embrasser le garçon. Et donc, ça, je pense que c'était une nouvelle étape dans son travail. Par la suite, il a fait, j'ai vu à Rome, à la galerie Gavin Brown, dans cette ancienne chapelle, qui est un endroit magnifique à Rome, il a fait un visage de la chanteuse, je crois, Kate Perry, qui était aussi en pâte à modeler, un autre type d'icône, plus pop, disons, qu'on pouvait détruire. Il a fait aussi une troisième version en pâte à modeler, c'est la rivière
la rivière de Mayol, de nouveau en pâte à modeler. À la foire de Miami, le week-end dernier, on pouvait voir non seulement une banane, on n'y a pas échappé, personne hélas n'y a échappé, mais on pouvait voir une œuvre très intéressante d'Urs Fischer qui était les escargots. Il a mis en place des escargots robots, des robots escargots qui sont des répliques exactes des petits animaux et qui ont dans leur coquille un réservoir qui lâche de la bave. Et donc, dans l'espace de la foire, sur le stand comment ça s'appelle, d'une galerie de Glasgow qui s'appelle Ouais. Et il a, sur le stand, on avait des petits escargots qui déambulaient. Et on en arrive, enfin, à cette sculpture. On peut dire sculpture? À cette pièce de 2019, qui est, selon moi, une nouvelle étape, parce qu'on est vraiment dans cette idée du désir de l'impossible. Alors je reviens sur les yeux trompe-l'œil. Je crois que dans les nombreuses peintures que fait Urs Fischer, il y a toujours cette idée non de collage de différentes images, mais plutôt de juxtaposition qui fait qu'on imagine immanquablement que les sujets qui sont confrontés créent un espace, c'est-à-dire on ne met jamais de la peinture directement sur un œil. Donc quand on regarde de la peinture sur un œil, on sait qu'il y a de l'espace. Donc il crée un désir d'illusion d'espace dans ses peintures. Il a fait aussi beaucoup, par exemple, de vedettes de cinéma qui sont des stars hollywoodiennes qui sont recouvertes d'un clou, d'un fruit qui rend ridicule. Mais le fait qu'on juxtapose une icône, comme l'idée du baiser de Rodin d'ailleurs, qu'on juxtapose une icône avec un élément incongru, ça crée là encore une distance et on est toujours dans ce désir de l'impossible, c'est-à-dire créer 3 dimensions en 2 dimensions, les dimensions de la peinture. En sculpture, créer du mouvement, c'est très difficile. Hein. Et je crois qu'ici, pour la première fois, il effleure un nouvel exercice. C'est-à-dire qu'il me raconte que selon lui, quand il en a fait plusieurs, ces sculptures représentant des personnages de son monde, de la vie contemporaine. Il a déjà fait des portraits de collectionneurs, il a fait Serena, qu'est-ce qu'il a fait encore? Il a fait collectionneur, il a fait Dasha Zukova, qui est collectionneuse. Il joue très souvent sur l'échelle, c'est un sujet à mon avis assez intéressant dans son travail. Donc, ce qui est assez surprenant de cette pièce, qui a l'air d'être grandiose et très large, en effet, il me disait que c'est à une échelle de 115, pas plus que ça. Donc on a l'impression que c'est beaucoup plus grand parce qu'on est tellement habitué à se comparer. Et donc ça, c'est pas finalement aussi grand. Il a fait aussi des dealers, je pense qu'il a fait Moretti. Mais on ne dit pas dealer, hein, français. On dit des marchands. Donc il y a différents personnages. C'est la première fois, à ma connaissance, où effectivement, il n'y a pas une reproduction seule, mais effectivement, il y a le mouvement. Donc on voit voilà. la figure et l'utilisation aussi de la cire noire à l'intérieur, le blanche et le rose. Donc mais c'est techniquement très difficile à faire. Et alors moi je m'intéresse point à l'aspect technique, même si après tout que les artistes souffrent c'est bien normal. Mais il m'a raconté qu'il cherchait à faire des portraits qu'il cherchait à faire des portraits en fait, c'est-à-dire à saisir une partie de l'humanité de la personne et que c'est très difficile et que certains s'y prêtent et d'autres moins. Et manifestement, pour représenter Leonardo DiCaprio, avec lequel il a eu certains projets, je crois, puisqu'il a participé à une vente aux enchères pour la préservation des océans, etc. Enfin, je n'ai pas trop d'éléments sur son intimité avec cette vedette hollywoodienne, mais en tout cas, pour le représenter et pour représenter son intimité, il a voulu manifestement à la fois
un esprit de monumentalité, puisqu'il a légèrement joué sur l'échelle, mais tout en le gardant humain, c'est intéressant. Mais dans le même temps, pour le rendre beaucoup plus humain, il a représenté avec les personnes auxquelles manifestement il est le plus attaché, c'est-à-dire son père et sa mère. Et donc, alors ici on s'en rend moins compte, mais il y a un système de Leonardo, de double Léonard, de double Leonardo. Il y a d'un côté, et on ne le voit pas bien aujourd'hui, mais il y a d'un côté un Leonardo DiCaprio qui regarde son père, et d'un autre côté, il y a un siamois qui n'a jamais été détaché, et c'est le Léonard qui regarde sa mère. Et sa mère l'adore, et lui, il adore sa mère. Donc, manifestement, si on devait donner la morale de l'histoire avant la fin de la morale, avant la fin de l'histoire, c'est que la mère est toujours présente au cours de la combustion. C'était quand le vernissage ? C'était le 20 octobre. Voilà. Depuis le 20 octobre, maman est restée sur pattes et son visage est encore là. Et il doit bien aimer son père, il n'y a pas de raison. Mais le père, lui, a capitulé déjà, comme on le voit. Donc symboliquement, c'est assez amusant. Et manifestement, il surveille, il est très précis. Donc il a l'air très bohème, tout ça, mais Ours, c'est quelqu'un de, je pense, extrêmement précis. Il surveille la combustion. Vous lui envoyez des photos ou des vidéos ? Il n'était pas là, mais en effet, le système à l'intérieur est fait de mèche qu'on insère à l'intérieur. Il ne donne pas des directives, donc il laisse que ça soit assez organique. Mais c'est vrai qu'il a donné des instructions pour faire en sorte que la combustion, que la fonte soit harmonieuse. Et on a d'ailleurs une caméra qui est installée juste là, qui permettrait de voir comment la structure se fond. Et qui est en lien avec l'atelier ? Non, ça non. Ah bon ? Parce que ça faisait On Bolton. très régulièrement pour montrer le développement. Et donc, c'est intéressant aussi, là on voit moins, mais ça avait un reflet bleu dans le passé, ce côté-là, non ? Je pense qu'il y a une côté est rose et l'autre a peut-être un peu de gris, ou peut-être que c'est le noir en transparence. Moi, quand je suis venue pour le vernissage, surtout on le voit plus ici, il y avait la version masculine et la version féminine du personnage. Et donc, on est dans le mouvement, il y a aussi un effet de démonstration psychologique sur l'influence de la mère et du père, de l'affection, de la part du féminin et du masculin, et de comme chaque personne, finalement, a deux aspects, deux facettes. Tu parlais de multiples facettes tout à l'heure. Et là, on est dans un nouveau territoire que vous voyez, et je crois que c'est terminé. Merci, c'est vraiment gentil d'être venu, nous soutenir. Merci beaucoup.